Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio monsieur Ahmed El Nassef. Vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de quelques sujets, vous allez commenter et analyser ces sujets. Je commence par le premier, il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a examiné hier avec une délégation des directeurs exécutifs de la Banque mondiale les moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux et les questions d'intérêt commun. Sali Hamed et Rachoucha nous donnent les détails. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a examiné dimanche avec une délégation de directeurs exécutifs de la Banque mondiale les moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux et les questions d'intérêt commun. Il a souligné les relations privilégiées entre l'Égypte et la Banque mondiale étant un des plus grands partenaires de développement multilatéral. Les priorités du programme d'action du gouvernement égyptien vont de pair avec celles de la Banque mondiale, dont le soutien à la transition vers une économie verte, la promotion de la durabilité environnementale, l'accélération du rythme de la numérisation, l'autonomisation de la femme, l'égalité des chances entre les genres, le renforcement de la participation du secteur privé au développement, a affirmé M. Choukri. Il a passé en revue les mesures inlassables que prend le gouvernement égyptien au niveau de la réforme économique dans le cadre des tentatives d'atteindre une reprise économique flexible, globale, durable et de réactiver la vision du développement national en concomitance avec l'agenda 2030 de l'ONU sur le développement durable, malgré les retombées économiques liées aux récentes actualités internationales, dont la guerre russo-ukrainienne. Et c'est d'ailleurs ce que l'Égypte aspire à sortir de cette crise et surmonter ses conséquences avec l'appui de ses partenaires, avec en tête la Banque mondiale. Le ministre a également passé en revue la vision de l'Égypte pour surmonter cette crise et les efforts déployés à cet égard. Il a souligné les efforts sérieux de l'État égyptien pour aller de pair avec les évolutions mondiales successives, en particulier les changements climatiques et les moyens de les contrer. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie a fait état de l'accueil par l'Égypte de la prochaine COP27 en novembre prochain et affiché son désir de travailler avec la banque en vue d'assurer le succès de la conférence. Les deux bords ont exploré les opportunités de coopération des pays africains de la Banque mondiale dans le domaine de production d'énergie propre et renouvelable en vue de soutenir les efforts du continent africain face aux retombées du changement climatique. Monsieur Ahmed El Nassef, je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Nous avons une longue histoire avec la Banque mondiale. Alors, parlez-nous de cette relation entre l'Égypte et la Banque mondiale. C'est une relation très intéressante. C'est un peu comme un roller coaster, si vous voulez. Ça a commencé la plus fameuse histoire ou événement avec la Banque mondiale, c'était au temps du président Sadat en janvier 1977, quand le Banque mondiale a demandé à l'Égypte d'augmenter ou diminuer la subvention qu'elle met sur quelques produits stratégiques, notamment le blé. Et là, il y a eu une réaction que malheureusement, ça a été mal prise par le président Sadat autant et ça a été suivi pour presque 30 ans par le président Moubarak après. Là, avec l'administration présente, on a une vision qui est un peu différente. On est en train d'essayer de gérer les problèmes tant et où ils sont. On n'est pas en train d'essayer de gérer l'économie égyptienne comme on l'a fait pour 40 ans par des aspirines, si vous voulez, qui soulagent un peu la peine, mais ne guérissent jamais le vrai problème. Et accumulent le problème. Et c'est pour cela. Quand on a fait la dévaluation ou la flotation du livre égyptien en novembre 2016, c'était
assez turbulent pour l'économie. Imaginez-vous si on aurait fait un petit changement de 1 ou 2 piastres pour 40 ans. En 2016, on n'aurait jamais dû avoir cette grande turbulence par l'économie. Mais ce qui est bien, que l'administration présente a le courage de prendre des décisions difficiles et ne pas seulement passer le problème pour les générations qui suivent. Donc, on a une grande histoire avec la Banque mondiale. Là, je pense, on est cette réunion, si on peut l'appeler une réunion d'alignement pour mettre le train de l'économie égyptienne sur le rail une deuxième fois. Ce n'est pas un secret que tous les pays dans le monde sont en train de souffrir d'une façon ou l'autre à cause de la guerre qui est en train de se passer. Et c'est une crise sur une autre crise qu'on vient plus ou moins de sortir du crise du Covid. Et là, on se trouve devant la crise du guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et l'Égypte est très, très touchée par cette guerre. Même quand on a réussi avec une diplomatie moyenne qui a réussi à garder de bonnes relations pratiquement avec tous les pays du monde, ça tombe très mal que les deux pays qui exportent presque, où l'Égypte importe plus que 40% de ses besoins de grains, sont rentrés en guerre ensemble. Presque pas très loin de 50% de revenus de tourisme viennent de ces deux pays. Donc là, de l'importation et de l'autre côté, le tourisme qui est une des 4 sources principaux pour la devise internationale pour l'Égypte. Donc là, l'Égypte a été vraiment très touchée par cette guerre. Et je pense que c'est un genre d'alignement, parce que le plan qu'on avait mis, on partait très bien, mais là, on a eu le Covid et là, ça. Donc, on a besoin de s'arrêter, prendre notre souffle, rétablir une nouvelle plan pour où on veut aller et comment on va le faire. En même temps que l'administration présente est en train de résister une pression ou le maximum qu'on peut résister ou protéger, si vous voulez, les citoyens des conséquences sociaux de ce qu'on peut, de l'inflation mondiale qu'on est en train de voir. Hier, j'étais en train de voir une revue, une présentation par l'économiste égyptien Mohamed El Erian, et ce qu'il était en train de la conclusion, ce qu'il était en train de dire, que ça va devenir beaucoup plus pire avant que ça va s'améliorer. Et il n'était pas en train de parler de l'Égypte, il était en train de parler de l'économie mondiale. Donc on attend que le Banque fédérale américain va augmenter le taux d'intérêt 2 ou 3 fois concessivement. Et on pense, ou lui, il pense que ces augmentations vont être ce qu'on appelle 500 points de base, chacune. Ça veut dire? Ça veut dire 0,5. Un demi-pourcent. Un demi-pourcent fois 3. Ah, d'accord. Et ça, ça va être dur pour l'économie. À votre avis, mondiale. pour l'économie égyptienne, comment ça va affecter sur l'intérêt, sur le prix du dollar? Pour commencer avec, on a des dettes qui sont... Le service des dettes consomme une très grande partie du budget égyptien. Là, ça va augmenter. On a l'opportunité pour les investissements qu'on a travaillé beaucoup pour les apporter en Égypte vont avoir des outils parallèles ou différents hors de l'Égypte qui peuvent
qui vont être capables de leur offrir un revenu plus intéressant sur leur capital. Ce qui veut dire qu'ils vont reprendre quelques investissements liquides de l'Égypte pour aller les investir ailleurs. Ce qui va mettre une pression encore sur la livre égyptienne et sur la disponibilité de devises en Égypte. Donc, une autre fois, ce n'est pas un phénomène égyptien, ce n'est pas quelque chose que c'est pas local, c'est international, c'est mondial. Mais ça va avoir des conséquences, j'ose dire, négatives sur l'économie égyptienne dans les quelques mois qui viennent. Aujourd'hui, il y a le grand projet Vie décente en Égypte pour renouveler, pour construire les villages, à peu près 40% de la campagne égyptienne, si je ne me trompe pas. Là, la Banque mondiale a parlé quand même qu'il peut aider pour continuer ce projet, pour améliorer les conditions dans la campagne égyptienne. Comment vous voyez ça? C'est 40% de la population égyptienne. De la population, pardon. C'est pas 40% de la campagne. Oui, c'est vrai. La Banque mondiale, le nom formel du Banque mondiale, c'est IBRD. OK, qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui. International Bank for Reconstruction and Development. Okay. Donc, le rôle principal du Banque mondiale, c'est d'aider dans ces genres de projets. Vraiment, ça, c'est le rôle, et il a été construit pour ces genres de projets, puis il a élargi ses pour le fonctions. développement et la construction. Donc, c'est un banque de développement. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce projet? C'est un développement pour pratiquement 50 millions de personnes. 50 millions de personnes, ça peut être 10 pays en Europe ou quelque chose comme ça. C'est énorme. Et c'est très important de noter que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est préemption pour des choses qui peuvent être beaucoup plus pires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on commence à donner ces gens-là, 50 millions de personnes, de l'eau potable, sainte et propre, on va éviter avoir des dépenses énormes sur la santé. Sur la santé plus tard. OK. C'est vrai. Si on va leur donner une bonne éducation, on va éviter des coûts énormes sur le niveau du terrorisme. Et ainsi de suite. Si on va et de l'autre côté, on va profiter de leurs connaissances, de leur santé, etc. Absolument. Donc c'est un pas préemptif qui va éviter des coûts que je pense sont beaucoup plus importants que ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. Oui. Donc c'est définitivement la bonne chose à faire. Ça tombe mal que c'est dans cette crise mondiale qu'on s'est trouvé en plein de projets, mais je pense qu'on n'a pas le choix, que c'est une bouteille est ouverte. Ça veut dire qu'on doit continuer la route, parce que même économiquement parlé, c'est beaucoup plus rentable de partir dans cette route que attendre de ne pas développer et évoluer 50 millions de personnes et attendre et subir les conséquences ou sur le niveau de santé, éducation, sécurité et tout, d'avoir 50 millions de personnes qui sont en train de souffrir. Ça va coûter beaucoup plus cher. Bien Donc, sûr. économiquement parlé, c'est la bonne chose à faire. Mais la question qui reste, c'est d'où on va financer tout ça. Et comment on va financer tout ça, qui est un projet, ce qu'on appelle un one-off. C'est un projet, c'est pas quelque chose continuel, c'est pas quelque chose qu'on fait chaque jour ou chaque année, mais avec tous les travaux qui sont continuels de nature. Ça veut dire que la subvention du pain, la santé, améliorer le service sanitaire en Égypte, ce sont des choses qu'on est en train de travailler quotidiennement chaque jour. Mais là,
c'est un peu différent, parce que c'est un seul projet qui a un commencement, qui a une termination. Parallèlement, aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est rencontré avec le Premier ministre, avec d'autres ministres, pour parler des moyens d'encourager les PME, les petites entreprises, les moyennes entreprises, etc. Quelle est l'importance de ces projets? C'est la théorie du pyramide. On a les multinationales énormes, des centaines de milliards de dollars en chiffre d'affaires chaque année. Mais on les connaît tous ou toutes et c'est fini. Mais ça fait un petit pourcentage finalement. L'économie, et même l'économie des États-Unis, l'économie des États-Unis, les fondations de cette économie, ce ne sont pas seulement les multinationales, elles sont très importantes là-bas. Mais ce n'est pas ça seulement. Ce sont les petites affaires. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, un petit atelier, un café, un atelier qui fait quelque chose. Artisanat, service, repassage et nettoyage, un petit magasin de glace, un petit magasin de pizza, et tout ça, c'est ça qui fait la plus grande partie de l'économie américaine. Et il y a des expériences qui sont très intéressantes, notamment en Inde, au Brésil, en Indonésie, pour comment ce qu'on appelle le microéconomie ou le microfinance, des financements, des petits projets, vraiment des petits projets qui peuvent être dans quelques centaines de dollars, 300, 400 dollars, des petits projets vraiment. Mais faire des milliers et des milliers de ces projets, ça peut être aussi simple que une femme peut, je ne sais pas, élever des poulets dans son foyer, par exemple, ou quelque chose comme ça. Les choses qu'on avait dans le passé, dans la campagne égyptienne, mais on ne l'a plus aujourd'hui, malheureusement. Mais reprendre ces genres de choses, l'artisanat, faire des petits trucs avec, je ne sais pas, les palmiers, ça peut vraiment être un pilar très important dans l'économie égyptienne. Et on n'est pas au même niveau comme un pays comme l'Inde ou la Chine. La Chine s'est construite peut-être dernièrement sur ces projets. Et le Japon ont évolué, ont développé, surtout dans la production des voitures, quand ils ont vraiment ils ont fait très mal aux productions ou l'industrie de voitures aux États-Unis. C'était plus ou moins une philosophie tout à fait très différente par ce qu'on appelle les feeding industries. Ça veut dire que ce n'est pas le modèle américain que la grande société, elle fabrique tout. Non. Mais c'est une idée que cette société qui vraiment fait ou fabrique, construit les voitures, elle prend les matières premières selon leurs besoins, selon leurs spécifications d'une centaine de tout petites entreprises qui sont autour d'elles. Et ça fait une énorme évolution dans l'économie japonaise dans les années 80, surtout du siècle passé. Très bien. Bon, je passe à notre deuxième sujet. Il s'agit lors des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui se sont tenues à Sharm el-Sheikh du 1er au 4 juin courant sous les auspices du président de la République. Des accords avaient été signés avec 13 pays d'une valeur de 1256 milliards de dollars. Les accords comprennent des secteurs de l'enseignement, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et des petites et moyennes entreprises. Ceci s'ajoute à la signature de 6 protocoles d'accords entre la Société islamique pour le développement du secteur privé et un certain nombre de banques et d'entreprises du secteur privé dans le but de renforcer le rôle du secteur privé. Nous avons un petit reportage de Salih Hamed et Yara Choucha et puis nous allons voir les analyses de M. Hart.
Le partenariat stratégique distingué entre l'Égypte et la Banque islamique de développement vise à mettre en œuvre les activités d'envoi de missions commerciales égyptiennes dans certains pays africains et de participer à des expositions internationales en 2022-2023. L'accueil par l'Égypte des réunions du groupe de la BID cette année a reflété la nature des relations profondément enracinées et le partenariat stratégique distingué entre les deux parties et qui a abouti à un portefeuille de la coopération accrue et diversifié avec le groupe de la banque qui a dépassé les 17 milliards de dollars, y compris l'approbation de 367 projets pour l'Égypte, dont 303 projets sont déjà achevés, pour un coût total de plus de 10,5 milliards de dollars américains. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a signé un programme en faveur de l'Égypte dans le cadre du programme intercommercial arabo-africain pour 2022 avec la Société islamique internationale de financement du commerce, la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation et Afreximbank. 64 projets sont en cours, notamment dans les secteurs de l'électricité, l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'enseignement technique, la réadaptation professionnelle et le renforcement des capacités. L'objectif de la dite académie est de former les cadres techniques spécialisés et augmenter le nombre de nouveaux exportateurs pour booster les taux d'échanges commerciaux entre les pays arabes et africains. Ceci s'inscrit à la fois dans le cadre de la volonté de l'État d'investir dans l'élément humain et de former les personnes, tout comme il s'inscrit dans le cadre du plan de l'État visant à doubler les exportations égyptiennes vers le continent noir. S'ajoute la signature d'une lettre d'intention de coopération entre le ministère du secteur public des affaires et la Société islamique internationale de financement du commerce dans le domaine du financement du commerce en soutenant les exportations des petites et moyennes entreprises vers l'Afrique. Le communiqué final a mis l'accent sur l'accord cadre amendé pour le financement de l'importation des produits de base signé entre le ministère de la Coopération internationale et la Société islamique internationale de financement du commerce. Alors voilà, c'est la conférence ou bien le rassemblement des banques islamiques à Sharm el-Sheikh. On a eu beaucoup d'activités, beaucoup de débats et d'accords qui ont été signés. Parlez-nous de ce rassemblement. Pour commencer avec, il y a, qu'on regarde le contexte que je pense c'est une très grande réussite, surtout pour deux choses. On attend tous le COP 27 qui va avoir lieu en Sharm el-Sheikh. La COP 27, oui. COP 27 en novembre cette année. Donc c'est une générale pour essayer un grand événement international dans la ville. Donc c'est un très grand test pour la ville, pour que quand on va le prendre sur un niveau mondial, que tout est bien fait, tout est en place. Parce que c'est très bien de planifier les choses, mais dans l'exécution, ça peut être un peu différent. Donc là, on a exécuté des réunions, un sommet assez importante juste quelques mois avant le COP 27 à Sharm el-Sheikh pour s'assurer que tout va bien et marche en synchronisation complète, les choses, l'ensemble des choses. À l'époque de Moubarak, l'ancien président, il n'y avait que des conférences internationales très grandes. Moi, je me rappelle, j'ai assisté à une conférence ou à un sommet qui a rassemblé des dizaines et des dizaines des dirigeants du monde. C'était Peacemakers, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait tous les présidents du monde. Clinton, tout le monde. Tout le monde. Moi j'étais à l'hôtel et par là, c'est le président américain, par là, c'est la chancelière allemande, etc. C'était la folie, quoi. C'est-à-dire, Sharm el-Sheikh est prête, elle est habituée. Je ne suis pas sûr. Peut-être vous après la avez Révolution. tout à fait raison, mais est-ce que vous vous rappelez de la date de ça? Ça doit être plus que 10 ans.
Ah oui, oui, c'est une vingtaine d'années au moins. Ok. Donc, il y a longtemps. Ah oui, c'est vrai. Donc, ces choses doivent être retestées juste avant. Juste avant. Parce que quand on fait quelque chose, et oui, vous avez tout à fait raison que c'était un centre d'attraction Ouais, c'était impeccable. mondial, si vous voulez, mais ça s'est arrêté au moins, disons, de 2010-2011. Ouais. Donc, on est en train de parler de 11 ans maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, c'est très important de s'assurer que les choses marchent comme ils doivent marcher, si vous voulez, surtout parce que ça, c'est une présentation de l'Égypte, c'est la réception de l'Égypte, donc ça, on ne peut pas prendre n'importe quel risque Ah de oui, quel genre. on ne peut pas se permettre de faire peut pas. la petite erreur. Oui, donc là, je pense que c'est un très bon préparation pour juste avant le COP 27 en novembre. Ça, c'est d'un côté. La deuxième chose, et ce que je respecte beaucoup avec l'administration présente, qu'on ne prend pas une seule ligne ou une seule dimension et on travaille dessus. L'Égypte est un pays très comment dire, multidimensionnel, si vous voulez. Là, on a notre dimension africaine, on a notre dimension méditerranéenne, on a notre dimension arabe. Et là, on est en train de travailler sur une dimension qui était un peu calme, ce qui est la dimension islamique. Je comprends parfaitement, après ce qui a été fait ou la façon avec laquelle les frères musulmans, et j'aime pas même le nom des frères musulmans parce que ça n'a rien à faire avec l'islam, sont venus au pouvoir et puis toute l'histoire qui s'est passée. Et peut-être que ça, c'était une raison que l'Égypte un peu a reculé, mais je pense que rien ne pourrait prendre de l'Égypte la dimension islamique moderne, islamique moyen qu'on est en train, et on a toujours mené. Ok, là, si vous voulez, c'est notre rôle dans l'islam. On n'est pas historiquement, hein, on était toujours avec un islam modéré. Donc, on doit être présent dans cette dimension. Même s'il y a eu des temps où il y avait des islamistes dans le sens de fanatiques ou terroristes, ils ont d'une façon ou l'autre pris otage de ces genres de dimensions, on ne peut pas se permettre de perdre sur cette dimension. Donc ça, c'est un pas dans une très bonne direction que l'Égypte est en train de reprendre sa dimension stratégique sur le nouveau islamique aussi. Donc ça compte très bien. Ça donne une bonne image de ce qui est islam, rien de... Ça comme, je donne un petit exemple, c'est comme un grand ambassadeur égyptien, il s'agit de Mohamed Salah, qui donne une image parfaite de l'islam. Absolument. Alors, voilà. Et quand on a tous, et on a eu tous ces discussions avec des collègues ou des gens qu'on les rencontre qui connaissent très peu sur l'islam, et ils toujours demandent des questions et tout ça. Donc, que l'Égypte soit et elle reçoit chez nous ce genre de conférence, je pense que c'est un atout très très cher et on l'a très bien joué. Là, c'est deux-dimensionnel. On a d'un côté la dimension islamique et on a de l'autre côté le finance. Donc, une autre fois, où le monde est en train de passer par une crise mondiale, là, on est en train de travailler sur toutes les dimensions pour comment s'assurer que l'économie égyptienne souffre le minimum possible. Je pense que c'est même pas réaliste que dans le contexte économique mondial qu'on peut dire qu'on va rien souffrir, demain va être comme hier. C'est seulement une vue ou une approche qui n'est pas réaliste. Mais qu'on diminue la souffrance, qu'on diminue
l'impact négatif qu'on pourrait avoir, c'est ça ce qu'on peut faire. Et ce travail est, c'est comme une très bonne flèche qui part dans cette direction. C'est la bonne direction qu'on doit emprunter. Voilà, je passe à notre troisième angle peut-être. L'État égyptien a élaboré une vision claire sous la direction du président de la République pour surmonter les défis en tête desquels la reconstruction du pays qui souffrait de problèmes substantiels et structurels dans des secteurs clés tels que l'énergie et les infrastructures, a affirmé le Premier ministre Mostafa Madbouli lors d'une séance sur les opportunités d'investissement organisée dans le cadre des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement. Salih Ahmed et Yara Choucha nous donnent les détails. Lors de son allocution aux réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement, le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que l'Égypte a connu 2 révolutions en 2011 et 2013, au cours desquelles la situation politique était très difficile et a eu de grandes répercussions sur l'économie égyptienne et sur le volume de la croissance. Madbouli a souligné que l'Égypte est l'un des pays qui souffre d'une croissance démographique continue et dont la population a augmenté de 22 millions d'habitants en 10 ans, soit l'équivalent de population de plusieurs pays ensemble, ce qui explique l'ampleur du défi qu'affronte l'État. Le Premier ministre a ajouté que l'Égypte a entrepris des projets nationaux qui reposent essentiellement sur la construction d'infrastructures développées, permettant aux investisseurs et au secteur privé de participer avec force au développement et à la croissance de l'économie égyptienne. Les projets nationaux qui subviennent aux besoins importants de l'Égypte ont réussi à générer 5 millions d'emplois, sachant que le pays fait face à un énorme défi, celui d'assurer 1 million d'emplois par an, a fait savoir le chef du gouvernement. Le programme de réforme économique exécuté par l'Égypte en collaboration avec le FMI et les institutions internationales fin 2016 a permis au pays de mettre son économie sur la bonne voie. Il a également affirmé que l'Égypte est l'un des rares pays à avoir réalisé un taux de croissance d'environ 3,6% pendant les 2 années de la pandémie et entamé une nouvelle phase de l'économie pour permettre au secteur privé de devenir le moteur essentiel des projets de développement. Le Premier ministre a de même déclaré qu'il y a d'autres actifs extensibles de grandes installations et de grands projets qui pourront être élargis à part entière par le secteur privé ou auxquels il pourra être associé en tant qu'actionnaire principal, tout en bénéficiant d'une part des rendements et tout en se chargeant de la gestion et de l'exploitation. Une conférence de presse sera tenue tous les 3 mois pour passer en revue les indicateurs du développement dans le pays, a dit M. Madbouli, ajoutant que l'Égypte ouvrait ses portes à tous les investissements. Voilà les 2 défis les plus importants qu'affronte l'Égypte. On parle des infrastructures et de l'énergie. Alors, comment vous voyez notre État dans ces 2 domaines et en même temps les solutions s'il y en a? L'énergie, c'est très simple. Oui. Les gens oublient qu'il n'y a que moins que 10 ans, presque 8 ans, quelque chose pareil, on faisait le choix d'avoir de l'électricité à Maadi et si on devait éteindre Doki et ou Mohandessine. Ça, c'est à l'époque des frères musulmans, oui. C'est vrai. On oublie. Mais ça, c'est une vérité, c'est pas une blague. Vrai. On a tous vécu ça. Ouais. OK. Aujourd'hui, on est en train d'exporter l'énergie. OK, on est en train de parler avec, connecter, je pense, le Soudan et l'Arabie Jordanie Saoudite. et l'Arabie Saoudite avec le grid égyptien. Donc, pour passer de A à B, c'est pas par hasard, c'est pas un coup de chance, mais c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement pour passer de cet état où on était. Et c'est pas un risque, on était vraiment là pour passer où nous sommes aujourd'hui. Donc, ça, c'est beaucoup de travail. Donc, bien sûr, on s'est amélioré. Et c'est très important de savoir que une chose pareille, c'est un obstacle qui n'est pas négociable pour n'importe quel investisseur qui veut venir ou même considérer venir en Égypte. Parce que
qui va aller dans un pays où il n'y a pas assez d'électricité? C'est hors question. Donc, ces choses sont gratuites ou elles sont prises comme un fait accompli pour n'importe quel investisseur. Mais quand quelqu'un va lui dire, écoute, on fait le choix entre les quartiers différents, qui va avoir l'électricité, c'est comme des chaises musicales, personne ne va venir. Oui. Donc, ça, c'est pas une solution, c'était pas une option. OK, on était dans un état de crise et on l'a résolu. Et comme on dit toujours en gestion que de chaque crise, on a une opportunité. Et je pense que ça, c'est un très bon exemple que comment la crise était et maintenant, on est passé à l'opportunité. Oui. Ça, c'est pour l'énergie. Les infrastructures. L'infrastructure, j'étais un peu choqué avec pas mal des Égyptiens qui ont entendu le discours du Premier ministre qui disait que si on n'aurait pas fait ce qu'on a fait, le Caire aurait devenu, au bout de 3 ans, en 2025, comme un grand garage. Il a utilisé le mot garage. Il a raison. Oui, tout à fait. Parce que imaginez comment on a la croissance dans le nombre de voitures qui sont en train de rouler au Caire et avec des artères qui sont pratiquement bloquées. Oui. Donc, on a dû vraiment, c'est comme une opération de changer, d'élargir, de construire une bonne infrastructure routière pour qu'on soit capable de circuler dans la ville. C'est pas gratuit. Ça coûte beaucoup d'argent de construire ces routes. De l'autre côté aussi, ça a un avantage supplémentaire que ça donne beaucoup de travail en même temps. Pas de mal jeunes Égyptiens ou ingénieurs et tout ça. Donc, ça marche dans les deux sens. On est en train d'éviter que le Caire... Des offres d'emploi, vous absolument. Oui. Que le Caire devient un grand garage et on est en train d'offrir d'emplois pour pas mal de chiffres assez importants pour des jeunes Égyptiens. Donc, on est sur la bonne route. Mais on est dans un contexte vraiment très difficile. Vraiment très difficile. C'est paradoxal. Oui, mais écoutez, toujours ce que je dis, que si on n'aurait pas fait ce qu'on a fait, où on aurait été aujourd'hui. Oui, ça aurait été la catastrophe. Complète. Oui. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas les fruits complets. On n'est pas en train de jouir le bénéfice complet de l'effort. Mais si on n'aurait pas fait ces efforts, on aurait été dans une situation qu'on ne désirait pas y être. Donc, c'est difficile. La bonne chose aussi, que ça va finir. Et je pense, moi personnellement, je pense que avant la fin de cet été, je pense, septembre, octobre peut-être, que cette histoire de la guerre russe-ukrainienne va se terminer. Ça, c'est mon analyse personnelle, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que le lendemain, tout va être la vie en rose. Mais au moins, c'est terminé. Quand ça se termine, ça va avoir des répercussions, mais on commence à fixer les choses. Oui, on espère et on doit toujours rester optimiste. Bien sûr. Là, vous avez parlé des infrastructures concernant les routes, les infrastructures en général en Égypte. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Il y a des idées. Si vous voulez, je vais répondre à votre question par une autre question. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin pour garder où nous sommes, rester comme on en est, ou comme on était il y a 40 ans? Ça, c'est une histoire. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour passer vraiment et être concurrentiel pour le XXIe siècle? Ça, c'est une autre histoire. Donc, on a besoin de beaucoup de choses. L'idée de lier la mer Rouge avec la Méditerranée par des trains, je pense que c'est génial.
L'idée d'avoir un TGV qui peut nous prendre du Caire à Aswan pour le tourisme au bout de 3 ou 4 heures. C'est de Ain-sur-Mer en plus. Et passer à la mer Rouge en plus. Je pense que c'est génial. C'est génial, c'est quelque chose qui va aider le tourisme, l'industrie du tourisme en Égypte énormément. C'est ça ce que j'aime bien avec l'administration présente. On a une vision du futur. C'est pas qu'on essaye de faire la chose qu'on faisait pour les 40 ans passés. Et une deuxième fois, on doit toujours rester très optimiste. Je vous remercie beaucoup et c'est une très très bonne phrase que j'aime bien terminer notre émission, c'est l'optimisme. Je vous remercie beaucoup, chers téléspectateurs, et on se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très bonne soirée, au revoir.